ou négatif. Clair? Je répète. L'enveloppe de bâtiment, il est constitué de plusieurs éléments passifs, on va parler des éléments passifs, et dépend des conditions d'entrée, et ces conditions d'entrée avaient plusieurs fluctuations. Et on aura des sorties. Donc des sorties qu'on va déterminer à travers des flux, à travers loi de Fourier. Ça marche? Donc, ces entrées-sorties, elles permettent de donner un niveau, une différente fluctuation. Donc, pour déterminer la charge, il faut établir le bilan énergétique. Ça marche? C'est OK. Donc, au régime permanent, le flux stocké égale quoi? Le flux stocké égale quoi? Pourquoi? Et comment peut-on détecter qu'il n'existe pas de stockage? À travers quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au temps. Maintenant, par exemple, si on va chauffer cette pièce, l'élévation de la température, il montre quoi? L'énergie interne. C'est pour ces raisons, l'énergie interne égale, par exemple, dans le gaz parfait, égale CVDT, ça veut dire c'est la capacité à volume constante. S'il existe une variation de volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système il est saturé. Vous chauffez ça, si on n'a pas une stabilisation de volume, et si vous trouvez par exemple dans un système solide une température constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système est saturé thermiquement. Ça marche. Donc, si la température est constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux est constant. Donc, égale quoi? Le flux, c'est une variation de quoi? Le flux, c'est une variation d'une quantité par rapport au temps. De quelle quantité on parle? Quantité thermique. Énergie, il existe plusieurs types d'énergie. Il y a une énergie cinétique, potentielle. Donc on parle de quoi? Énergie thermique. Donc c'est une variation, c'est le M fois Cp fois la variation de température par rapport au temps. Ça marche? Le temps dépend de la masse ou dépend de la température? C'est de la masse. La température. Vous chauffez, la bouteille, la masse change? Non. Donc il dépend de quoi? Il dépend de la température. Donc, le terme le plus stocké égale quoi? MCP, la variation de température par rapport au temps. Ça marche. Donc, si la variation de température par rapport au temps est constante, donc l'énergie égale 0. Ça marche. Dans l'enveloppe de bâtiment, est-ce qu'on a de la génération? Non. Donc, le terme de génération égale 0. Donc, flux entrée égale flux sorti égale constant. Ça marche? C'est OK. Et dans ce cas, on peut dire qu'on est dans un régime permanent. Ça veut dire quoi, régime permanent? Ça veut dire pas de stockage. Le flux entrée égale le flux sorti. Ça marche. Maintenant, la question qui se pose, comment peut-on déterminer, parce que dans cet exemple, à travers cet exemple, on va déterminer quoi? Non, c'est régime dynamique. هذا l'exemple là. Là. هذه l'enveloppe هذا représente quoi? L'enveloppe de bâtiment. Ça va? Le flux entrée, ce sont des fluctuations, les radiations solaires, la température extérieure. Les flux sortis, ce sont des réponses thermiques vers l'intérieur. Maintenant, si on calcule le flux entré moins le flux sorti, ça va vous donner quoi? Non? Très bien. Le flux entré moins le flux sorti, il va vous donner la charge active. Ça veut dire quoi la charge active? Ça veut dire le flux entré pour établir un bilan énergétique égale 0, ça veut dire les flux pour avoir le niveau, c'est ça le niveau. Ça va, pour stabiliser le niveau, il va falloir faire quoi? Ajouter une charge qui permet de compenser les différentes fluctuations. Et cette charge, c'est la climatisation. Et dans ce cas, on tombe directement sur le dimensionnement de la charge positive ou négative. OK? C'est OK. Maintenant,
Ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, comment on peut déterminer, parce qu'on parle de l'enveloppe de bâtiment, et l'enveloppe de bâtiment, elle dépend de plusieurs, par exemple, plusieurs éléments. Je parle du pierre, je parle du vitrage, je parle du renouvellement d'air, et dans ce cas, il faut établir formule, équation pour chaque élément. Et comme ça, une fois je vais regrouper les différents éléments, je peux trouver la charge active. Ça marche? Donc, question? Une question? Donc, régime permanent? Je n'ose. Ok. Donc, le flux entrée égale flux sorti égale constant. Ça marche? Donc, température constante par rapport à quoi? Par rapport au temps. De quelle température on parle? Je compte bien maintenant. Il y a le système, quel que soit le système, d'or, je pas, vous donnez une quantité d'énergie, raison pour laquelle, au niveau de la thermodynamique, toujours on utilise de l'air, parce qu'il stocke directement. La variation de température est constante, et dans ce cas, l'énergie interne converge vers 0. La quantité de chaleur égale moins W, ça veut dire la totalité d'énergie, quantité de chaleur, sera convertie en quoi? En W. Ça marche. Maintenant, si vous cherchez un système capacitif, ça va compliquer les choses, parce que c'est très difficile de trouver un régime permanent, parce qu'on a du stockage d'énergie. Donc, maintenant, on va ouvrir hypothèse, ou ouvrir une problématique. C'est que, pourquoi, puisqu'on parle dans l'enveloppe de bâtiment d'un système capacitif, on en trouve toujours le régime permanent. Clair? Puisque le régime dynamique il est très intéressant, il permet de donner la réponse ou il traduit vraiment le phénomène, pourquoi on utilise souvent le régime permanent? Parce que, tout simplement, en Europe, ils ont un écart de température très très élevé par rapport à l'intérieur et le milieu extérieur. Et dans ce cas, il isole le bâtiment, il crée un microclimat à l'intérieur. Ça marche. Toujours l'élément qui joue le rôle clé dans le bâtiment, c'est l'isolation. Ici, dans notre continent, on communique avec l'extérieur. Toujours, ça fait. Donc on a des ouvertures. Ça marche. Donc l'élément clé, c'est l'inertie thermique, c'est les ouvertures. C'est pas l'isolation. Maintenant, si on va isoler l'enveloppe de bâtiment, on va augmenter la température. Oui ou non? Pourquoi? Effectivement, parce qu'on n'a pas des entrées-sorties, on n'a pas des fluctuations. Ça marche. Et dans ce cas, dans l'enveloppe de bâtiment, c'est ça la question, la question qui se pose. Il faut chercher le mix en termes des éléments passifs qui permet d'avoir l'équilibre thermique. Le mix en termes de quoi? Des éléments passifs. Ça veut dire combien je vais installer implémenter du vitrage, de renouvellement d'air, les épaisseurs du mur pour pouvoir déterminer le mix en termes des éléments passifs. Tout ça, il permet d'atteindre la température d'équilibrer sans passer par la charge active. Parce que lorsqu'on parle de charge active, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il permet de rendre le système inefficace énergétiquement. Ça marche? C'est OK. Donc, comment on peut dimensionner tout ça? Donc, au niveau de l'enveloppe de bâtiment ici, en régime permanent, on suppose que la température
on suppose que la température intérieure est constante. Ça marche. Je vais faire la simulation ici. C'est comme vous avez des fluctuations ici et on suppose que le niveau doit être constant, stable. Ça marche. Ça veut dire, pour assurer un niveau constant, je dois faire quoi? Je dois déterminer les différentes entrées dans le bâtiment de telle façon que ce flux, sigma du flux égale quoi? Égale 0. Parce que si on a un flux, un niveau stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux entrée égale flux sortie. Ça veut dire que sigma du flux au niveau de l'entrée égale 0. Ça marche. Et on calcule, par exemple, on va calculer les différents flux. Les différents flux, une fois on ne trouve pas le 0, ça veut dire qu'on doit ajouter quelque chose. Exemple. Dans l'enveloppe de bâtiment, on va déterminer le renouvellement d'air, les plafonds, l'isolation, l'orientation, tout ça. Et vous allez par exemple trouver sigma du flux égale moins 3000 watts. Ça veut dire quoi? Dans cette pièce. Non. On peut trouver. Ça veut dire on a fixé la température ici, puis après, vous allez trouver moins 3000 kW, moins 3000 watts. Non? Non, la température, ça veut dire l'hypothèse. Pour que la température reste constante, il faut ajouter l'air d'aller. Et c'est ça le dimensionnement. Vous savez, il existe, c'est ça la différence entre l'optimisation et l'efficacité et le dimensionnement. Ça veut dire quoi dimensionner? Sans prendre en compte l'enveloppe de bâtiment. Calculer directement, une fois que vous allez trouver valeur, vous ajoutez autre valeur pour avoir le 0. Et cette valeur, elle représente quoi? La puissance installée. Ça marche. Ça veut dire on aura besoin d'ajouter plus de 3000 watts pour assurer cette compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a une augmentation ici. On doit ajouter par exemple une diminution du niveau. Ça veut dire je dois ajouter quelque chose pour assurer ce niveau-là. Clair? Maintenant on est dans le régime permanent. Ça marche. Maintenant le comment des choses. Comment peut-on déterminer le calcul? Excuse-moi. Oui? Oui. Oui. Claire? Claire? Qui peut résumer? Oui? C'est la somme des flux entrants et des interactions et la sortie. La somme des flux, ça veut dire quoi la somme des flux? Sortants et les flux d'interaction. Ah ouais? Toutes les interactions, les flux entrants, flux sortants, et s'il y a des fluctuations, on va s'en occuper. Ah ouais, c'est quoi le système? On parle de quel système? Sommer quoi? Par exemple, on parle de dimensionnement dans cette pièce. On va sommer quoi? Normalement, aussi, c'est les chaleurs. Gabriel? Si on est dans le bâtiment, on va prendre en compte ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Très bien, l'enveloppe de bâtiment. Je parle uniquement de l'enveloppe de bâtiment parce que l'efficacité énergétique, elle dépend de 3 axes très importants. Plus complexe, c'est quoi? C'est les éléments passifs. Un élément qui permet de convertir l'énergie d'une manière naturelle. Et dans ce cas, c'est très difficile de contrôler. On peut l'optimiser. Donc, l'efficacité ou l'élément passif, c'est l'enveloppe de bâtiment. L'enveloppe de bâtiment, elle est composée de plusieurs éléments. Donc, c'est la somme des réponses thermiques de chaque élément dans l'enveloppe de bâtiment. OK? Je répète. Et c'est ça la différence entre la notion d'efficacité énergétique et le dimensionnement.
Ça veut dire, si on trouve que sigma des flux égale 0, et je vais ajouter, par exemple, plus 3000 pour pouvoir compenser les différentes pertes ou des apports énergétiques, ça veut dire, est-ce que je vais toucher sur l'enveloppe de bâtiment? Non. Et donc, c'est le dimensionnement. On ne parle pas de l'efficacité énergétique de le bâtiment. La question, autre question au niveau de l'efficacité énergétique de le bâtiment, c'est je dois changer les différentes caractéristiques, que ce soit en termes de dimension, en termes de géométrie, de telle façon de rapprocher au zéro au niveau de l'enveloppe de bâtiment. Et dans ce cas, je parle de l'efficacité énergétique. Compris? C'est OK. Je répète. Sigma des flux égale 0. Sigma des flux, donc, directement, bien sûr, on prend en compte en se basant sur le plan archi, je vais déterminer les flux. On va déterminer comment peut-on déterminer les différents flux thermiques. Donc, si vous allez trouver, par exemple, moins 3000, il représente quoi? L'installation, la puissance installée. Ça marche. Alors, pour rendre ce système efficace, il faut réduire 3000. Au lieu de 3000, je vais utiliser uniquement 2000 ou 1500. Ça veut dire que vous allez gagner quoi? 50% de gain énergétique. La question qui se pose avec force, comment peut-on gagner 50%? En jouant sur l'enveloppe de bâtiment. Les éléments passifs. Et c'est ça. Et dans ce cas, on tombe sur la notion d'efficacité énergétique. Ici, dans notre continent africain, la notion de l'efficacité énergétique, il dépend de l'enveloppe de bâtiment. Dans les pays du Nord, la notion d'efficacité dépend du système. Elle ne prend pas en considération l'enveloppe de bâtiment parce que c'est de l'isolation. C'est un système isolé, il crée un microclimat à l'intérieur et on parle de la charge, positive ou négative. Ça marche. Et dans ce cas, il faut développer un modèle qui s'adapte à nos conditions, à nos traditions, bien sûr, en se basant sur les caractéristiques thermophysiques. Bien sûr, on peut rien faire si on va pas caractériser les différents, par exemple, je parle du brique, je parle des caractères, des éléments, des caractéristiques des éléments passifs. Ça marche. D'où vient l'intérêt de la modélisation? Donc, on peut rien faire si on ne peut pas déterminer, modéliser l'enveloppe de bâtiment. Ça marche? Donc, c'est quoi la notion de modélisation? Définir des définitions de modélisation. Et après. Très bien. Pareil. On peut. Quelqu'un qui va faire, par exemple, on va dire salade, il va quantifier combien de tomates, combien de. Donc l'ingénieur, il doit quantifier combien de la réponse thermique de chaque élément pour qu'il puisse savoir par la suite quelle est la quantité au niveau de l'entrée, quelle est la quantité au niveau de sortie, même si je vais orienter ça de plein direction sud. Comment je peux déterminer quelle est la quantité au niveau de l'entrée? Ça marche. Et dans ce cas, il va falloir établir un bilan énergétique qui permet bien sûr de quantifier en fonction de temps. Lorsqu'on parle de quantifier, ça veut dire que je dois déterminer les différentes puissances. Qui dit puissance par rapport au temps, c'est une quantité d'énergie. Qui dit quantité d'énergie, on peut déterminer le retour sur l'investissement, le coût de l'énergie, qui dépend bien sûr de la source d'énergie. C'est OK. Et donc, le flux, il dépend de quoi? Le M fois Cp fois la variation de température par rapport au temps. Ça veut dire quoi? Il dépend de quoi? Il dépend des variables d'état. Les variables, ça veut dire on peut le mesurer. Température, pression, volume, ainsi de suite. Zid. Les caractéristiques. Ah ouais? Les caractéristiques et les caractéristiques propriétés thermophysiques. Donc même dans le logiciel, si vous utilisez un logiciel qui avait par exemple certaines caractéristiques où vous utilisez du brique local, de quelle réponse? Tu cherches la réponse du brique? Il faut caractériser. Ça marche parce qu'il dépend, encore plus important, il dépend de quoi? Lorsqu'on parle des caractéristiques, c'est la masse volumique et la capacité. Et quoi d'autre? Ça c'est très important. Non, on parle thermique, on ne parle pas d'optique. Variable d'état,
température, pression, ainsi de suite. Caractéristiques, dimension, عندي Pierre هذه. Dimension, géométrie. Ah ouais, l'enveloppe de bâtiment. Ah, ça, l'épaisseur ou la géométrie et les caractéristiques et bien sûr la température au niveau de l'entrée-sortie. Comme ça, on peut déterminer le flux pour chaque élément. Ça marche? Donc, pour pouvoir déterminer le flux thermique en régime permanent, on doit utiliser loi de quoi? Loi de Fourier. Loi de Fourier. Loi de Fourier égale quoi? C'est quoi G? Moins la conductivité fois surface ou la section? Surface ou la section? C'est quoi la différence? La variation de température. Ok, surface, gradient, température. Alors, lorsqu'on parle du gradient, ça veut dire quoi gradient? Mathématiquement. Très bien. C'est la variation, c'est dérivé par rapport à l'espace. Parce que la distribution de température s'effectue en fonction de X, Y et Z. Ça marche. Maintenant, on va intégrer pour pouvoir déterminer dans le flux, dans un régime permanent. Dans un régime permanent. Le flux est constant. On peut faire l'analogie par rapport à quoi? Par rapport à l'ADD, par rapport électrique. Parce que le flux est constant, c'est de l'électricité. En régime permanent, on n'a pas de stockage. Et dans ce cas, dans le volet électrique, on a quoi? On a le I égale quoi? Le courant électrique. En fonction de la résistance. Égale quoi? C'est la tension. Tension, c'est quoi? C'est différents potentiels. V1 moins V2 sur quoi? Sur la résistance. Et ça, c'est quoi? C'est un flux électrique. C'est une variation de quantité par rapport au temps. Maintenant, puisqu'on a le même truc en régime permanent, on a un flux thermique, pas de stockage thermique, on peut faire l'analogie. Donc, le flux égale quoi? T1 moins T2 sur quoi? Sur la résistance. Maintenant, la question qui se pose, pour pouvoir atteindre la résistance en fonction de flux, quelle sera la résistance dans des coordonnées cartésiennes? On va chercher pour chaque coordonnée la résistance thermique. Ça marche? C'est OK. Donc, le flux, puisque le flux est constant, donc on va intégrer, c'est le gradient selon X et moins la conductivité S, la variation de température par rapport à quoi? X. Par rapport à X, on prend uniquement X, direction X, c'est d de X, également la conductivité D de T. On va intégrer ici, et on va intégrer ici. On va faire sortir moins. Ici, on peut faire sortir le flux, oui ou non? C'est constant. Et c'est ça l'intérêt de régime permanent. Si on n'a pas le régime permanent, on prenne. C'est l'équation différentielle. Ça marche. Et dans ce cas, puisque le régime permanent, on peut faire sortir le flux. Et dans ce cas, ça c'est D de T. Donc c'est l'intégrale, par exemple, de 0 jusqu'à l'épaisseur de T de X. Et au final, on peut trouver que le flux égale quoi? T1 moins T2 sur quoi? Sur l'épaisseur, sur lambda S, sur l'épaisseur. Ça marche. Donc la résistance égale quoi? L'épaisseur selon... Ça marche. Donc la résistance dans des coordonnées cartésiennes, la résistance égale l'épaisseur sur lambda S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on a seule couche dans l'enveloppe de bâtiment, pour pouvoir déterminer seule couche avec certaines seules caractéristiques, et vous voulez savoir le flux. C'est-à-dire vous chauffez quelque chose ici, vous voulez savoir le flux,
Il va falloir déterminer uniquement à travers. Pourquoi j'ai dit variable d'état? Parce qu'on peut le mesurer. Vous mesurez ici l'écart de température. La résistance, qui dit résistance dit quoi? L'épaisseur sur des caractéristiques. Donc, c'est l'épaisseur. Les caractéristiques, ils dépendent du matériau. Et dans ce cas, vous pourrez déterminer le flux. Ça veut dire la quantité de chaleur dissipée par rapport au temps. Ça marche? Ok. Maintenant, ça c'est la réponse thermique sur couche. Maintenant, si on a mur qui avait plusieurs couches, comment peut-on déterminer le flux? C'est exactement. Ah, essayez de démontrer ça. Aïe. A dit le flux, non? Donc, par exemple, ici, c'est simple. C'est ce qu'on va faire. Je répète pour... Maintenant, l'objectif, c'est de dimensionner la charge active. Et la charge active dépend du flux. Maintenant, sigma du flux, sigma des réponses dans l'enveloppe de bâtiment doit être égal à 0. Ça marche. Et dans ce cas, il va falloir déterminer la réponse de chaque élément. Maintenant, on cherche quoi? On cherche la réponse du mur, qui avait plusieurs couches. Puis après, on va passer vitrage. Puis après, on va passer renouvellement d'air. Puis après, on va passer autres éléments. Puis après, on va rassembler les réponses thermiques et on va déterminer la charge active. Et sans déterminer la réponse thermique, on ne peut rien faire. Ça, c'est en régime permanent. C'est OK? OK. Donc, si par exemple, ici, on a mur composé de n'importe quoi, de polystyrène, briques, là. Je parle en régime permanent, ça veut dire le système, mais en réalité, on ne parle pas de régime permanent, surtout dans notre continent, parce que on a des écarts de température plus proches, on peut absorber de la chaleur qui permet bien sûr de réduire la charge. C'est vrai? Donc, le flux ici, on a ici la température extérieure et la température intérieure. Alors, quel est le flux ici? Égal quoi? Le produit idéal. Après chaque. Le flux égale quoi? Le flux, pas la somme, là. La somme de flux, hein, c'est le flux en série, pas de stockage. La réponse est la première partie. Ça c'est en série, c'est pas en parallèle. Allez. Ah. Comme ça. Ah, rien dit. Des trois, par exemple, 3 couches. Vous avez un flux en régime permanent. Ça va. Un flux en régime permanent. Oui, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur au niveau des interfaces. Et dans ce cas, on doit prendre en considération quoi? La résistance convective. La résistance convective. Et dans ce cas, donc le flux ici, on a la température T1, T2, T3 et T4. Le flux entre l'intérieur par loi externe égale quoi? Donc le flux 1 égale quoi? H fois S, température extérieure, moins température intérieure. Ça marche? Deuxième flux égale quoi? Gabriel. T1 moins T2 et fois là. Donc T1 moins T2 sur quoi? Sur l'épaisseur, sur la conductivité S. R. R1. Ça va? R1. Flux 2. Flux 1, flux 2, flux 3. T2 moins T1. T3 sur R2. Parfait. T4. T3
T4 sur quoi? Sur R3. Ah ouais. Maintenant, on va prendre uniquement trois flux. 1, 2, 3. Donc, les écarts de température entre l'intérieur, par exemple, on va commencer uniquement par les écarts de température intérieure et extérieure au niveau des interfaces pour pouvoir déterminer le flux. C'est vrai? Donc, T1 moins T2 égale quoi? Le flux 1 fois la résistance. T2 moins T3, c'est le même truc, R2. Jusqu'à quoi? Jusqu'à T N moins 1 moins Tn égale quoi? Rn sur le flux. Donc, puisque c'est ça l'intérêt de régime permanent, on va rajouter la somme de flux égale quoi? Égale T initial moins T final sur quoi? On a le même flux. Sur la résistance. Flux sur la somme sigma des résistances. Ça marche. Donc toujours, lorsqu'on parle d'un flux au régime permanent en série, toujours, on a un flux constant. Donc le flux ici, donc question ici, si vous voulez déterminer la température au milieu, non, la température au sein du mur, en régime permanent. C'est quoi l'astuce? On peut le déterminer maintenant. On peut avoir la température au milieu dans cette salle. Il faut déterminer le flux entre l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'en fin de compte, vous aurez quoi? Vous aurez la température intérieure et extérieure. La température extérieure dépend des conditions météorologiques. La température intérieure, c'est une température fixée. On suppose que la température est constante, et pour pouvoir la température reste constante, il faut ajouter quelque chose. Et donc, on suppose que le flux entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'on aura quoi? On a la conductivité sur l'épaisseur sur la conductivité, parce que dans le plan archi, on peut mesurer l'épaisseur et les caractéristiques du brique déjà données. Donc, vous pouvez déterminer le flux. Ça marche. Et donc, ce flux-là égale quoi? Le flux là déjà donné égale quoi? Égale le flux, la température extérieure jusqu'à la température Tx. Et comme ça, vous pouvez directement tirer la température T de x. Ça marche. Parce que seule équation, seule variable, on peut résoudre facilement l'équation. Ça marche. Donc, la réponse des questions. Donc tout ça, c'est en régime permanent. Ça va? Maintenant, la réponse thermique dans le mur, le flux toujours, c'est le flux surfacique égale quoi? Température T1 moins T2 sur quoi? Sur sigma des résistances. Et sigma des résistances, il dépend de quoi? Il dépend du nombre de couches. Si vous aurez par exemple 3 couches, combien de résistances? 5. Convection. Ça va? Autre question. Est-ce qu'on peut utiliser uniquement 3 résistances? Oui ou non? 3 résistances dans le mur. Là, dans l'intérieur et l'extérieur. La température ici et la température ici. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Et pourquoi souvent on utilise uniquement température extérieure, température intérieure? Pourquoi? Puisqu'on peut l'utiliser, on doit réduire le nombre de résistances, logiquement. Pourquoi on doit ajouter 2 résistances pour déterminer le flux, qui est égal le flux dans 3 résistances? Parce qu'on n'a pas la température au niveau de l'interface de mur. Parce que vous avez la température de milieu extérieur, la température désirée. Et dans ce cas, c'est facile de calculer, ajouter 2 résistances pour faciliter le calcul. C'est uniquement pour simplifier le calcul. Mais
Si vous avez des capteurs, vous pouvez mesurer la température au niveau de l'interface, puis après, vous pouvez déterminer les différents flux au niveau qui dépend bien sûr de la résistance, sans prendre en considération la convection naturelle. Ça marche? Ok. Maintenant, c'est la réponse uniquement du flux surfacier. Autre flux. Beloda. Renouvellement d'air. Ça marche. Est-ce qu'il va influencer sur la température intérieure? Oui ou non? Alors, comment peut-on déterminer le renouvellement d'air? Oui. Toujours, on parle de quoi maintenant? On parle d'un flux. Le flux égale quoi? En fin de compte, on parle de quoi? D'un flux thermique égale la variation de la quantité de chaleur par rapport au temps. Le flux par renouvellement d'air égale quoi? De quel flux on parle? Flux thermique. Thermique. Donc c'est une variation de la quantité de chaleur thermique par rapport à quoi? Par rapport au temps. C'est simple. Et la quantité de chaleur égale quoi? Thermique. C'est le M fois Cp fois la variation de température par rapport au temps. C'est simple. Par rapport au temps. Le temps dépend de la température ou la masse? La masse, le dividaire. Le dividaire, parce que on ne peut pas contrôler la température. Donc cette température, et dans ce cas, on a une variation de masse par rapport au temps fois Cp fois la température de quoi? L'air intérieur et extérieur. Parfait. Parce que l'air va amener une quantité de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait? Non, on ne parle pas de convection. Non, on ne parle pas de convection. Convection, c'est un moyen de transport à travers par conduction. Et dans ce cas, il faut définir quel type de matériau on parle, fluide ou la solide, ainsi de suite. Donc, on parle d'une quantité de chaleur par rapport qui dépend de deux sources. Il dépend de la source extérieure et la source intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a la température extérieure, moins température intérieure. Ça veut dire c'est MCP, température de la source, moins MCP, la température intérieure, c'est l'écart. Et dans ce cas, on peut déterminer quelle est la quantité de chaleur gagnée ou dégagée vers l'extérieur. Ça fait? Et donc, cette température, CP de quoi? La masse par rapport à toi, aux températures. C'est un débit massique de quoi? L'air. Et donc, le débit massique, c'est quoi? La masse, c'est quoi? C'est la masse volumique fois la variation de volume par rapport au temps. Et dans ce cas, on parle de quoi? On parle d'un débit volumique fois Cp fois la masse volumique fois la température extérieure moins la température intérieure. Ça marche? Donc, un débit, ça, c'est un débit en quoi? Pour pouvoir atteindre le watt, c'est en quoi? Mètre cube par seconde. C'est difficile de trouver un débit par seconde. Et dans ce cas, on va le convertir en quoi? Horaire. On va multiplier fois 3600 pour trouver un débit et pour faciliter le calcul, faciliter la mesure. Et dans ce cas, si on va diviser sur 3600, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver constante de l'air qui égale à peu près 0,34 fois un débit volumique fois température extérieure moins température. Donc ça, c'est le flux, c'est la réponse thermique par renouvellement d'air, qui dépend bien sûr des caractéristiques de l'air, la masse volumique, Cp et le temps, fois un débit. On peut le mesurer que ce soit à travers le taux de renouvellement, par exemple, dans cette salle, dans les standards, 7 fois par jour. Et dans ce cas, pour déterminer 7 fois par jour le débit, comment on peut faire? Dans des conditions standards. Si j'ai dit que dans cette salle, on a un taux de renouvellement d'air 5 ou 6 ou 7. Question, comment on peut déterminer le flux par renouvellement d'air?
température extérieure, سهلة. Intérieure, سهلة. Concentration hydraulique, سهلة. Donc, la variable clé, c'est le débit volumique. Si on trouve le débit volumique, on peut trouver le flux. Maintenant, en premier lieu, nous avons trouvé quoi? Le flux surfacique. Là-bas, puis va renouvellement d'air. Je dois calculer les différents flux pour pouvoir par la suite déterminer l'ensemble pour atteindre le zéro. Enfin, c'est ça la méthodologie. Maintenant, comment on peut déterminer le débit volumique? Si j'ai dit par exemple, on aura taux de renouvellement entre 5 et 6 ou 7. J'ai dit par exemple 6. Là, par jour, bien sûr. Taux de renouvellement, par jour. Donc, il dépend de quoi? La dimension de la salle. Ça veut dire c'est quoi? C'est le volume de la salle par rapport 7 fois par jour. 7 fois par jour. Et dans ce cas, je peux déterminer le débit volumique comme ça. Je peux déterminer le renouvellement d'air. C'est OK? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ces raisons, on peut déterminer, très bonne question. Par exemple, si vous voulez déterminer en fonction, par exemple, de section de passage, lorsqu'on parle d'un débit volumique, c'est quoi? C'est une variation de volume par rapport au temps. Lorsqu'on parle de volume, c'est quoi? C'est une section par rapport à x, par rapport au temps. Et dans ce cas, un débit volumique, c'est quoi? C'est de vitesse fois la section. Donc, si vous voulez mesurer, il va falloir uniquement déterminer la vitesse et la section. Qui dit section de passage, c'est si vous avez de cylindre ou quoi, donc par exemple carré, c'est d au carré. Ça marche. Et dans ce cas, on peut déterminer un débit volumique parce que ici, on a pour chaque flux variable clé. Dans le renouvellement d'air, c'est le débit volumique. Dans l'hypercision surfacique, c'est quoi? C'est la résistance. Et la résistance, il dépend de quoi? La géométrie et des caractéristiques. On aura besoin de quoi? Du plan Archi pour déterminer le flux. Oui. Fait? Là. C'est la vitesse fois la section. Un mètre carré. Le débit volumique, c'est une variation de volume par rapport au temps. Et le volume, c'est quoi le volume? La section. Section est constante par rapport au temps, je parle. Et là. C'est une vitesse. C'est quoi? C'est section fois d de x par rapport au temps. Et donc d de x par rapport au temps, c'est du vitesse. Ça marche. C'est le mètre cube par heure. Mètre cube par heure. Ça, c'est en mètre cube, c'est pas par seconde. Ici, c'est pas par heure, parce qu'on a divisé sur 3600. Donc, mètre cube. Voilà. Autre question? Il reste quoi? Vitrage. Vitrage. Maintenant, comment on peut déterminer la réponse du vitre? Maintenant, on a quoi? On a deux. On cherche quoi maintenant? On cherche quoi? Je répète. Afin de déterminer ou d'émotionner la charge positive ou négative, il faut déterminer les réponses thermiques dans l'enveloppe de bâtiment. Et pour pouvoir déterminer la réponse thermique, il faut déterminer la formule de chaque élément. Ça marche? Par exemple, dans l'enveloppe de bâtiment d'hypercision surfacique, toujours, on utilise le flux égal delta T sur la résistance ou le coefficient d'échange fois S fois delta T. Renouvellement d'air, toujours on utilise
constante de l'air qui est égale à 0,34 fois un débit boulimique fois l'écart de température. Maintenant, la réponse du vitrage. Là, il faut traduire les réponses thermiques. Il y a la formule. Là. Maintenant, on ne parle pas du montage. On parle de formule qui permet de calculer. Puis après, on va monter, ou là, on va changer les caractéristiques de telle façon de trouver, par exemple, l'équilibre thermique. Mais pour quantifier, de la réponse thermique, je n'ai pas la formule. Par exemple, ici, dans le renouvellement d'air, vous avez une formule. Et dans ce cas, vous pouvez jouer sur le débit boulimique, vous pouvez jouer sur la source. Au lieu d'utiliser une source extérieure, utilisez autre source pour pouvoir jouer sur le renouvellement d'air. C'est pour ces raisons que j'ai dit quelles sont les différentes variables influençant sur le flux. Que ce soit les variables d'état, les dimensions, les caractéristiques. Par exemple, dans l'enveloppe de bâtiment, pour pouvoir atteindre un flux bien déterminé, vous allez jouer sur quoi? Sur les caractéristiques, ou sur les dimensions, ou sur les géométries, ou sur les écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ça marche. Vous avez plusieurs choix d'optimiser l'efficacité au sein de bâtiment. C'est OK. Donc, au niveau du vitrage. Non, chauffe. La charge, c'est thermique. Un bilan énergétique thermique. Et la réponse uniquement thermique. Si vous avez autre source, il faut convertir cette énergie. Même si vous allez monter, par exemple, votre charge électriquement, par la suite, on doit convertir par un certain coefficient de performance pour avoir un bilan énergétique thermique. Qu'est-ce que c'est le drame à dollar? C'est ça le fait. Lorsqu'on parle, par exemple, si vous voulez, ça c'est pour le diagnostic. Si vous avez, par exemple, la consommation annuelle en électrique et vous voulez avoir un bilan énergétique, il faut catégoriser les différentes formes d'énergie. Et c'est ça l'intérêt, c'est ça le plus complexe dans le génie thermique énergétique, c'est la conversion d'énergie. Il faut savoir cette conversion d'énergie. Si vous multipliez sur un coefficient de performance, on parle de dimensionnement. Si vous déterminez la conversion qui dépend de chaque élément, on parle de la conception. Et dans ce cas, il va falloir connaître les différents éléments, des intermédiaires qui permettent d'atteindre votre flux. Ça marche? Donc, au niveau du vitrage. Au niveau du vitrage. On a échoué à une défaite de vitrage. On a un flux surfacique. C'est le même truc au niveau du flux. Et on a des radiations solaires. On a deux types de flux. Premier flux, c'est quoi? C'est T1 moins T2 sur quoi? Sur sigma des résistances. C'est le même truc parce que c'est du flux surfacique. Combien de résistances ici? Ça dépend des couches. 3 seules couches, et la convection intérieure et la convection extérieure. Pourquoi j'ai dit 3? Pourquoi? Là, si vous utilisez les températures au niveau des interfaces, au niveau du mur, vous devrez utiliser le même pour vitrage. Parce qu'on doit respecter les nœuds. Ça marche. Maintenant, on a la température extérieure et la température intérieure. Vous avez déjà calculé le flux surfacique à travers les écarts température intérieure-extérieure. On doit utiliser pour déterminer les mêmes conditions en termes de flux. Ça marche. Donc, sigma des résistances, et les résistances ici, c'est 1 sur H extérieur S plus l'épaisseur sur la conductivité S plus 1 sur H. On a déjà plus quoi? Plus on dit les radiations. Des radiations fois les radiations fois surface. Ça marche. C'est OK. Les radiations chaleur. Les radiations harara. Non. C'est du radiation.
On cherche quoi ici? Un bilan énergétique thermique. On doit convertir par un facteur solaire. Facteur fois le facteur solaire. Et comme ça, vous aurez quoi? Forme chaleur, de la chaleur. À des chaleurs. Ça fait G fois S. C'est uniquement c'est le même truc au niveau du panneau solaire thermique. Le panneau solaire thermique égale quoi l'énergie directe? G fois S fois quoi? Fois le rendement électrique thermique. G fois S fois le rendement thermique qui permet de convertir la forme d'énergie radiative en forme thermique pour comptabiliser les formes d'énergie. Et comme ça, on peut évaluer directement la quantité d'énergie entrant dans le bâtiment. Ça marche? Donc, le facteur solaire, c'est quoi? Dépend? Non, mais je dis du tout. Pour la part solaire, dans le facteur solaire ou le facteur de l'orientation. Ok. L'orientation, c'est les radiations solaires, et les radiations solaires globales. Les radiations solaires globales, il y a 3. Les radiations directes, diffuses, et l'albédo. Elles dépendent du coefficient d'incidence. Coefficient d'incidence, l'orientation, l'azimut et la hauteur du soleil. Ça marche. Tout ça, on doit le déterminer à travers que ce soit un code ou que ce soit un logiciel pour déterminer exactement les radiations solaires incidentes sur vitre. Ça marche. Ça, d'une part. Maintenant, ça, il dépend de quoi? J'ai dit toujours que le flux, il dépend de 3 choses. Les variables ou les entrées-sorties, la géométrie et les caractéristiques. Ce sont des caractéristiques du vitre. Ils dépendent de l'absorption. Parce que, ici, dans le vitrage, chaque matériau, dans l'univers, avec 3 coefficients. Coefficient d'absorption, parce qu'on a le flux total. Égale quoi? Que ce soit le flux absorbé, ou le flux réfléchi, ou le flux transmis. Ça marche. Donc si on divise sur le flux total, on trouve quoi? On trouve que le flux absorbé sur le flux total, c'est un coefficient d'absorption. Plus le coefficient de réflexion, coefficient de transmission. Dans le vitrage, on a quoi? On a coefficient de transmission très élevé ou coefficient d'absorption? C'est le coefficient d'absorption. Ça marche. Et dans ce cas, on a, dans le vitrage, le facteur solaire, il permet d'absorber une quantité de chaleur et dégager vers l'intérieur. Donc le facteur solaire dépend de 2 parties. La partie absorbée transmet vers l'intérieur. Ça marche. C'est OK. Mais le plus important, c'est pas le facteur solaire, parce que c'est déjà donné, c'est envers le coefficient de transmission. Le plus important, c'est de déterminer les radiations solaires. Parce que les radiations solaires, ils dépendent de l'azimut, de la hauteur du soleil, de l'inclinaison, et dans ce cas, on peut jouer sur l'orientation du bâtiment, qui permet bien sûr de donner le flux désiré. Ça marche? OK. Autre flux. Question? Allez. C'est la convection. C'est la convection. Le flux égale quoi? H fois S fois delta T. Pour pouvoir atteindre l'analogie par rapport au volet électrique, delta T sur la résistance. Donc la résistance égale quoi? Donc la résistance égale quoi? 1 sur HS. Ça fait? Très bien. On a la transmission. La transmission est d'Akhlal. Absorber une quantité d'énergie ou là. Il va absorber. Et dans ce cas, je dois prendre en considération la partie absorbée. Donc c'est pour ces raisons, très bonne question, c'est pour ces raisons, le facteur solaire, toujours, il est proche du coefficient de transmission. Ça marche. Parfois, on en trouve que le facteur solaire, peut-être 80.
c'est le coefficient de transmission élevé ou c'est élevé de coefficient d'absorption ou non? Oui. Non, toujours élevé ça. Toujours élevé parce qu'on a la transmission. وبقات une partie تماك تابسوربات لي par exemple pourquoi elle est très proche parce que dans le vitrage ça c'est envers 1 joujou envers 0 enfin donc le coefficient le facteur solaire toujours il est envers coefficient de transmission oui. J'ai pas bien compris. Ouais, normalement transparent. On parle de vitrage transparent, toujours. Mais toujours, on ne trouve pas 100% de la transparence. Oh. Ça dépend de quoi? Très bonne question. Ça dépend. Dans l'optique, les trois hypothèses pour déterminer dans l'optique géométrique. Quelles sont les trois hypothèses? Un système isotrope, un système homogène et transparent. On n'a pas un système homogène. On n'a pas un système. Si vous avez un système homogène, dans ce cas, on a 100% le facteur solaire égale le coefficient de transmission. Et pourquoi on n'a pas un système homogène? Dans le matériau. Pour renforcer le vitrage, il y a ici au sein du vitrage pour renforcer. C'est pour cette raison dans les lunettes, un système homogène, c'est très cher. Il y a homogène ou de la pure, très cher. Et dans ce cas, il y a toujours des alliages qui permettent bien sûr de réduire l'efficacité du système. On calcule, je dois prendre en considération pour avoir un bilan réel. Exact. Ça marche? Ok. Il reste quoi? Voilà. Donc, le flux au niveau de porte. Au niveau des portes, égale quoi? Flux surfacé. C'est-à-dire, c'est le même truc. Mais cette fois, on ne va pas ajouter les radiations solaires. Parce qu'on a un système opaque. On n'a pas un système transparent. Donc, c'est delta T sur sigma des résistances avec la résistance, c'est la convection, bien sûr, résistance convective, plus la résistance de conduction, plus la résistance convection intérieure. Ça marche? Et les dépercitions linéiques. Ça marche? Les ponts thermiques. On va bien sûr ajouter les ponts thermiques. Tout ça, une fois on détermine chaque flux, une fois on détermine les réponses thermiques de chaque élément, par exemple, vous avez déterminé les dépercitions énergétiques au niveau du mur, puis après vitrage. Est-ce que vous pouvez évaluer les performances de bâtiment? Je calcule par exemple vitrage, l'enveloppe raso. Est-ce qu'on peut évaluer? Si je dois, bien sûr, par la suite, est-ce que je dois vérifier, parce que l'hypothèse, c'est quoi notre hypothèse? C'est que on suppose que la température est constante. On suppose. Ça veut dire si la température est constante, ça veut dire que quoi? Les différents flux égale quoi? À la réponse L. Flux 1 plus le flux 2
en réalité, en régime dynamique. En régime dynamique. Plus 3. Chaque réponse, vous avez calculé, égale quoi? Jusqu'à flux n, égale quoi? En réalité. Là. À la réponse N. À l'arbitrage, à le renouvellement. Réellement, ça c'est d'abord permanent. Égale quoi? Les réponses thermiques ou les fluctuations ils vont faire quoi? Ils vont augmenter réellement, ils vont augmenter l'énergie interne de l'air au sein du bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le stockage de l'air au sein du bâtiment, au sein de pièce égale M fois Cp fois la variation de température par rapport au temps de quoi? De l'air. C'est ça la réalité. Ça veut dire qu'ils vont influencer sur l'énergie interne de l'air au sein de cette pièce. Ça, c'est en régime dynamique. Mais puisqu'on a parlé du régime permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a supposé que la température, c'est ça la question qui se pose. Pour que la température constante, quelle sera la compensation d'énergie que je dois implémenter pour compenser les différentes fluctuations intérieures et extérieures? Et puisque stabiliser, assurer cette température constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de température par rapport au temps tend vers quoi? Tend vers 0. Et dans ce cas, pour assurer cette hypothèse, je dois trouver sigma du flux égale quoi? Égale 0. Ça marche. Et donc, en régime dynamique, on ne parle pas d'un flux, sigma du flux égale 0. On parle du sigma du flux égale quoi? Égale le M fois Cp fois la variation de température par rapport au temps. Et dans ce cas, on détermine une fluctuation de température. Et comme ça, je dois trouver quel est l'écart de température entre 20 et 25 qui permet, quels sont les différents, par exemple, éléments passifs qui permettent d'atteindre le confort thermique entre 20 et 26. Ça en régime dynamique. Mais en régime permanent, on s'intéresse uniquement quels sont les flux qui permettent de rapprocher, réussir le zéro. Pourquoi? Parce qu'une fois je vais rapprocher zéro, ça veut dire je vais utiliser quoi? Zéro énergie. L'écart, c'est la charge. Dimensionner, je répète, sans prendre en considération l'enveloppe de bâtiment. Calculer bêtement est la charge. Efficacité énergétique, calculer et chercher, jouer sur les éléments en termes de caractéristiques variables pour rapprocher au zéro. Et dans ce cas, on tombe directement sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Ça marche. Donc, le flux 1, maintenant on va essayer. Donc, flux 1, c'est par exemple surfacique, c'est U ou delta T. On va linéariser le flux, donc on prend en considération que le flux delta T égale delta T sur la résistance. Donc, U surfacique fois S, température extérieure, température intérieure, plus renouvellement d'air 0,34 débit volumique, température extérieure, température intérieure, plus vitrage, facteur solaire, fois G, fois S, plus U vitrage, S, température extérieure, température intérieure, plus les fonds thermiques, Phi fois S, fois L, température extérieure, température intérieure, les portes, U de porte, S, température extérieure, température intérieure. Si vous avez des charges à l'intérieur, vous devrez ajouter. Égale quoi? On calcule. Et on trouve la valeur, par exemple. Et puis après, on tombe directement sur diagnostic stress. Stress, le diagnostic thermique. Si vous calculez directement, vous tombez sur dimension de la charge.
Et c'est pour ces raisons, l'audit énergétique, c'est une étape préalable de l'efficacité énergétique. Il faut évaluer les différentes défaillances du système, puis après essayer de régler. Puis après essayer de recommander. Auditer, recommandation, diagnostiquer, recommandation, c'est l'audit énergétique. Appliquer, c'est l'efficacité énergétique. C'est OK. Donc, une fois par exemple, vous trouvez ici, je prends mes valeurs, moins 3000. Maintenant, si je pars de l'efficacité énergétique, je vais faire quoi? Là, efficacité énergétique. Là, efficacité, dimensionnement appliqué. Ça veut dire on aura besoin d'une charge de 3000. Maintenant, efficacité. Oui. Là. كيفاش زيد comment je vais les mois 3000 c'est à travers quoi? À travers le flux plus cette flux ça veut dire je vais changer les flux par exemple ici U est-ce que je peux changer la surface? Non. Donc je vais opter sur le coefficient d'échange. Le coefficient d'échange c'est quoi? C'est 1 sur sigma de résistance. Puis ça soit je vais ajouter quelque chose et je vais diagnostiquer, je vais recalculer. Une fois que je trouve que le calcul tend vers 0, je vais opter sur le coefficient d'échange. Et je recalcule. Ici, je vais changer par exemple l'orientation. Ou je vais changer par exemple de vitrage, facteur solaire. Et je recalcule. Et je donne les recommandations. Et le calcul, il dépend, n'est pas uniquement de l'efficacité, mais de l'efficience. Pourquoi? Parce que je donne ici une recommandation, une action, mais l'action, elle est... Allez. Et c'est pour ces raisons que je dois opter sur quoi? Sur 90%. Là, quel est l'élément le moins coûteux? L'air d'air. La ventilation, l'extraction, puis après je vais... Et dans ce cas, je vais jouer en premier lieu sur quoi? Sur la ventilation. Ici, je parle ici. Pourquoi on ne peut pas opter sur la ventilation dans les pays d'autres? Pourquoi? Ah, l'écart de température. Voilà. Sur l'isolation. Parce que ici, pourquoi on ne doit pas utiliser l'isolation? Parce que je vais gagner quelque chose. En été, en hiver, en été, l'échauffement, l'augmentation de la température, parce que on piégeait l'enveloppe de bâtiment. Et dans ce cas, le régime dynamique, dans l'efficacité énergétique, la comparaison s'effectue par rapport été-hiver. Qu'est-ce que vous allez gagner en été et qu'est-ce que vous allez faire au niveau de l'été? Clair? Clair? Question? Maintenant? Oui? ما كاينش l'inertie. هنا permanent. Flux entrée égale flux sortie, pas de stockage, et ça fait 15 l'inertie. L'inertie, c'est autre chose. Ça marche. Donc, flux entrée, donc si vous voulez dimensionner, si quelqu'un dit que dimensionner la charge active, on va commencer par quoi? Par un plan archi, déterminer différentes résistances, calculer différents flux pour chaque élément, puis après rassembler les différents éléments et dimensionner. La charge active, par exemple, c'est la somme. Si on va vers l'audit énergétique, calculer, puis après établir quels sont les éléments qui permettent de donner ou les différents détecter les différentes problématiques au sein des éléments passifs. Efficacité énergétique, détecter et proposer la solution. C'est OK. Ça, c'est au niveau de l'enveloppe. Et comme ça, si on va chercher un compromis, trouver un compromis au niveau de l'enveloppe de bâtiment, qui tend vers 0, on parle de quoi? De bâtiment passif, qui avait un équilibre thermique. Ça marche.
Si vous allez trouver, intégrer par exemple des énergies renouvelables, bâtiment posé à énergie positive, qui donne de l'énergie. Ça marche. C'est OK. Y a-t-il des questions pour qu'on puisse finaliser cette partie? Claire? ما يمكنش. Ouais. Non, chaud. Lorsqu'on parle par exemple d'énergie de ventilation, c'est quelques wattheures, c'est rien. La ventilation, elle dépend de deux choses. تجيب الرياح ديريها وتجي الرافريشيسمون. لا البروده من جهه ok, l'extraction, ça veut dire on va absorber une quantité à l'intérieur, on est vers l'intérieur, ça c'est autre chose. Aïe, mais هذا aïe, زي le flux par convection égale quoi? Hein? Pour l'écart de température. Après, H, elle dépend de quoi? Il dépend de Reynolds. Vous avez déjà. Et Reynolds dépend de quoi? La viscosité est constante. Est-ce que je vais changer les caractéristiques de l'air? Et donc je vais changer quoi? La vitesse. Donc augmenter la vitesse, augmenter Reynolds. Nusselt, il dépend des caractéristiques. Et dans ce cas, augmenter H, augmenter le flux. Ça marche. Donc vous jouez sur la vitesse des caractéristiques, ça veut dire le régime. Et lorsqu'on parle de Reynolds, c'est quoi Reynolds? Permet de faire quoi? Oui, et la turbulence, due à quoi principalement? La force de viscosité. Reynolds, c'est un rapport entre force de newtonien et la force de viscosité. Parce que la force de viscosité, elle va freiner les particules, ce qui permet de créer la turbulence. Ça marche. Et comme ça, entre parenthèses, la force newtonienne sur la force viscosité newtonienne, c'est M fois A sur mu S, la variation. La force de viscosité, c'est quoi? Elle dépend de quoi? La variation de vitesse par rapport à quoi? La viscosité. Elle dépend de Y. كل ما كانت frontière, كل ما par rapport à Y. Ça marche. M fois A, c'est ρ, fois le volume, fois la variation de vitesse, de vitesse par rapport à quoi? Par rapport au temps. Ça marche. Mu fois S fois la variation de vitesse par rapport à Y. Ça marche. Alors, vous avez écoulement pompé par certaines sources mécaniques et les caractéristiques du fluide vont freiner cet écoulement. Je parle de l'air qui avait viscosité tend vers quoi? La viscosité de l'air. Non, c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'air est un gaz parfait. Parce que sa viscosité tend vers zéro. Et pourquoi le gaz parfait égale PV égale MRT? Parce que puisque sa viscosité tend vers zéro, ça ne va pas influencer sur la température. Et dans ce cas, on a uniquement trois variables, pression, volume, température. Et donc, la viscosité tend vers zéro. Et donc, puisque sa viscosité tend vers zéro, il va freiner. Ça marche. C'est pour ces raisons, vous aurez quoi? Vous aurez Reynolds égale ρ fois la vitesse fois diamètre sur la viscosité. Dans cet écoulement, dans le bâtiment, vous allez jouer sur quoi?
La dynamique cinématique, c'est un rapport de masse volumique par rapport. Ce sont des caractéristiques. Le facteur c'est la masse volumique. C'est la chose d'avoir le mouchkil. En tant qu'énergéticien, vous allez jouer sur quoi pour avoir l'efficacité dans le bâtiment. Cinématique dynamique, on a deux choses. Il y a le rapport bination, même chose avec une vitesse sur. Plus important, c'est de trouver. Mais le problème dans Renault, c'est que parfois on cherche d'augmenter Renault et automatiquement, pour augmenter Renault, on doit jouer sur quoi? Minimiser quoi? Minimiser la viscosité. Les fluides qui avaient une viscosité très faible, ils n'ont pas la capacité. C'est l'exemple de l'eau. Et dans ce cas, dans les échanges thermiques, on utilise des chicanes pour augmenter la viscosité et aussi assurer la capacité thermique. Le plus important ici, c'est quelles sont les différentes peut-être pistes qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique de le bâtiment. Et par rapport à ça, vous devrez jouer sur, maintenant si vous voulez rentrer dans les détails, il faut étudier, modéliser d'une manière microscopique dans le bâtiment. Et je parle de quoi? Je parle des équations de Navier-Stokes. Maintenant, en premier lieu, on considère que la température dans le bâtiment, elle est constante. Et la température ne dépend pas de la source. Mais réellement, température au milieu, ça diffère par rapport à la température au niveau de paroi. On parle de quoi? De la température d'opération. Mais pour qu'on puisse bien comprendre les différents flux, les différents phénomènes, il faut bien sûr, on prend en considération au milieu les différentes hypothèses pour bien sûr simplifier et comprendre les différents flux au niveau d'entrée-sortie. Ça marche? Question des questions. Donc, oui. Donc, dimensionnement. Pour dimensionner la charge active, on doit faire quoi? Oui. Non, on ne parle pas de diagnostic. Qu'est-ce que diagnostic dimension? Le calcul du bilan énergétique dans l'enveloppe de bâtiment directement. Ça fait? Gabriel, pour l'efficacité énergétique, les failles en termes de quoi? Pour chaque élément. Ok. Bien sûr. On doit analyser les différentes réponses thermiques pour chaque élément, puis après, on peut proposer des solutions qui permettent d'atteindre un bilan énergétique qui est envers 0. Ça marche? Oui? Parce qu'en fin de compte, on cherche les apports internes en fonction de l'enveloppe de bâtiment. En fin de compte, vous cherchez quoi? Vous cherchez la charge, qui permet de compenser les pertes ou des apports. Ça marche. Parce que dans la littérature, parfois on en trouve il utilise la charge. Mais réellement, on cherche pas d'utiliser la charge. On cherche à chercher la dimension de la charge qui permet de compenser les apports. Ça marche. Oui? Question? Ça, c'est en régime permanent. Donc, je pense que demain, on va aborder le cas de régime dynamique. Comment peut-on déterminer? Et dans ce cas, on ne peut pas parler d'un flux thermique. On parle dans régime dynamique, on parle de quoi? Là. On parle de la distribution de température. Parce que ici, la température est constante. Puisque la température constante, on n'a pas une variation de température. On fixe une température et on cherche la charge. Mais en régime dynamique, la température elle change en fonction du temps.
Et dans ce cas, on doit déterminer l'équation différentielle qui permet de traiter la distribution de chaleur, bien sûr en tenant compte les caractéristiques thermiques, pour pouvoir déterminer, bien sûr, puisque vous aurez une distribution de température en fonction de l'enveloppe, et comme ça, vous pouvez changer les caractéristiques ou les dimensions géométriques, et ainsi de suite, pour pouvoir atteindre. Et comme ça, on n'aura pas une température ou des conditions météorologiques constantes. Cette fois, nous avons fixé la température extérieure, le gisement solaire. Au régime dynamique, on dit les fluctuations, je dois déterminer ces fluctuations extérieures, les intermédiaires, la réponse au niveau de l'enveloppe du bâtiment, et on doit coupler pour pouvoir atteindre cette distribution de température, bien sûr en tenant compte des conditions extérieures. Ça marche. Plusieurs. Le meilleur, c'est la différence finie. J'ai développé un code qui permet de déterminer la distribution de température. Je pense que demain, l'un de mes doctorants, il va présenter, Inch'Allah, non, c'est pas grave, c'est l'exemple. Ok. Non. Oui, l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur. On va traiter l'équation de la chaleur, puis après, on va essayer de résoudre cette équation et diagnostiquer, et va présenter, Inch'Allah, l'exemple de cas d'étude au sein de Marrakech, je pense. Au sein de Marrakech. Donc, y a-t-il des questions? La différence entre dimensionnement, efficacité énergétique, audit énergétique. Mademoiselle, oui. Pour l'audit, après la construction, dimensionnement, c'est avant de construire le ordinateur. Ah, dimensionnement, c'est un plan archi. Pour dimensionner la charge. Le bâtiment à soi construit. C'est un audité. Hein. Par exemple, pour l'isolation de pêche, l'isolation interne. Auditer la performance énergétique en régime dynamique, en régime permanent. En premier lieu, je dois calculer, déterminer les flux. Parfois, on trouve le défaut au niveau de l'isolation, au niveau de la ventilation, au niveau du vitrage. Il faut chercher, parce que l'audit énergétique, on ne donne pas l'action, on donne uniquement des recommandations. Recommandations de l'oulet, puis après, une fois j'applique la recommandation, on tombe sur l'efficacité énergétique. Oui, donc, un bleu, elle est volée active. Le déjà construit, elle est volée passive. Là. Non. Toujours, chauffe. Le volet, la notion d'élément passif, toujours, c'est quoi un élément passif? Définition d'élément passif. Ah, chauffe. Chnou? Naturellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisqu'on parle d'un système actif, parce qu'on ne peut pas contrôler l'élément passif, parce qu'il dépend des fluctuations extérieures, il contrôle naturellement. Le podiana, c'est de la conversion naturelle. Donc chaque système dans la nature, il convertit de l'énergie. Actif, ça veut dire on contrôle consigne. L'enveloppe de bâtiment, ça le brouda. Mais le confort, il dépend de la température bien déterminée. Dans ce cas, si vous contrôlez la réponse ou la sortie du système, on parle d'un système actif. Ça fait. Donc, c'est pour ces raisons, la complicité au niveau du bâtiment, c'est que on cherche la charge active issue de l'enveloppe de bâtiment qui permet de compenser. Ça marche. Et le plus compliqué, c'est de chercher la charge ou réduire la charge en régime dynamique. Ça veut dire je dois chercher le stockage d'énergie et la restitution d'énergie au sein du bâtiment. La complicité ici, c'est qu'on a plusieurs couches. Chaque élément, je dois déterminer couche l'eau, la charge absorbée, charge absorbée. Ça marche. C'est OK. Oui.
الله يرضي عليك. Mais le flux entrée, avec le flux entrée, داخل لي enveloppe وحده ولا داخل لي un mixte au niveau ديال les éléments passifs. Entrée اللي دخل باش دخل. دخل من الشرجم ودخل اييه. Donc c'est ça, ça veut dire si vous avez uniquement peut-être le brique, une seule entrée. Mais puisque c'est ça la complicité, puisque vous aurez plusieurs types des éléments passifs, je dois déterminer le flux entrée en termes de... Oui. شوف ما يمكنش واحد يجاوبك على هاد الكيسيون نقول لك علاش حيت l'enveloppe de bâtiment elle dépend des conditions extérieures et je dois déterminer chaque élément la réponse dialo et c'est la réponse il dépend bien sûr de plusieurs caractéristiques l'orientation dialo puis après كما قلتي l'entrée doit être égale sortie si je trouve pas l'entrée égale sortie je dois trouver solution seule solution هو d'émotionnement. ديما تنديروش malheureusement تحسبوا le volume تحسبوا غير le volume d'air mais d'émotionnement خصني نحسب le flux entrée ou le flux. Puis après si vous devrez opter sur l'efficacité énergétique, vous devrez analyser les réponses thermiques de chaque élément. Les fluctuations هذا الفلو شحال عطاني كل واحد تعطيني واحد البركه. Flux 1 تعطيني واحد البركه هذا on analyse. Vous allez trouver par exemple moins 3000. Ouais, هذا تعطيني moins 4000. هذا هو اللي نخدم عليه. Renouvellement d'air peut-être عندي je peux le contrôler, je peux par exemple jouer. C'est pour ces raisons lorsqu'on parle de renouvellement d'air, on parle d'un système semi-passif. Passif-actif. C'est à travers l'analyse, c'est à travers le diagnostic. Mais في l'efficacité énergétique du bâtiment, ما كاينش قاعده وما كاينش moyen de mesure. كاين حاجه واحده. Les fluviométries, si vous n'avez pas par exemple si vous n'avez pas le plan archi. Et dans ce cas, on va mesurer le coefficient d'échange. Bien sûr, pour mesurer le coefficient d'échange global, il faut assurer l'hypothèse de régime permanent. Assurer l'hypothèse de régime permanent, stocker l'énergie jusqu'à la saturation, puis après, calculer à travers l'écart de température sur la résistance le coefficient d'échange. Si vous aurez le plan archi, vous pouvez utiliser directement les formules de chaque système. Et comme ça, l'erreur, fin radicale, c'est au niveau de quoi? Au niveau du bilan énergétique. Peut-être par exemple, je calcule flux 1, flux 2, flux 3. Vous mesurez l'écart de température. Fin cool l'erreur. Là, bien sûr, régime permanent, bien sûr, très bien. Zid, très important. Le flux dépend de 3 paramètres. Les caractéristiques, les dimensions et les variables. Vous pouvez mesurer les variables. Les dimensions, les caractéristiques. Et dans ce cas, on tombe sur R&D, recherche et développement. Il faut caractériser les matériaux pour avoir de vrais résultats. Et c'est ça l'intérêt de caractérisation. Ça marche. C'est ça le point fort entre le logiciel et le calcul. Parce que si vous trouvez par exemple, vous caractérisez, puis après vous calculez le bilan énergétique, vous aurez des résultats plus proches de la réalité. Des questions? Ok, je pense que c'est l'heure. Donc demain, Inch'Allah, on aura le donc le régime dynamique. Inch'Allah, on va traiter la distribution de température et